Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. J'espère que vous allez bien, écoutez, nous ça va, et pour cette émission, je suis accompagné, comme toujours, par mon compère, mon comparse, mon complice. Il a son magnifique maillot de Tottenham, c'est Damien, comment ça va? Bah ça va bien, hein, ça va bien. Écoute, en forme pour moi, pour les vacances, qui commencent en tout cas pour moi. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est ravi de nous écouter une nouvelle fois, après le petit reportage qui est sorti l'autre jour. Exactement, et oui, et ça c'est beau. Et bah oui, c'est la première information de cette émission avant de commencer l'émission. On vous en a parlé plusieurs fois, le reportage qu'on a fait, je sais pas si on peut appeler ça un Oui, c'est reportage, pas un vraiment un reportage. vlog, Oui, un vlortage, j'ai vu que ça existait, c'est affreux comme nom. c'est très moche. En tout cas, il est sorti, donc vous pouvez aller le voir, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Euh, 42 minutes quand même, hein, donc on s'est quand même pas foutu de votre gueule. C'est Et voilà, clair. vous avez un petit reportage en immersion dans les Midlands, dans le foot anglais des Midlands. Voilà, c'est cadeau. En plus, on a plus d'abonnés quand même sur Spotify que sur les réseaux sociaux, donc peut-être qu'à partir de maintenant, il y a des gens qui vont aller le voir. Et ça, c'est cool. Donc On n'hésitez pas. l'espère. On l'a fait un petit peu pour ça aussi quand même. Même si on l'a fait Non, pour se faire plaisir dans un mais premier temps. oui, ouais, mais oui, c'est vrai. On s'en fout, nous, des chiffres. Et de toute façon, heureusement, parce que de toute façon, on n'en fait pas. Euh, Mais je veux dire, on l'a fait pour montrer comment ça se passe, pour montrer ce qu'on aime faire quoi. voilà, tout à C'est fait, surtout pour ça. exactement. Pour cette émission, ce soir, c'est moi qui m'y colle. Et alors, on va vous faire une petite confidence. C'est une émission qu'on a déjà enregistrée, voilà, il y a quelques mois, et qu'on n'a jamais sortie parce que c'était de la merde, hein, faut dire. Faut dire ce qui est, hein. C'était n'importe quoi. Je m'étais perdu dans mes notes. Le truc, c'était un épisode de Camelot. Je vous jure, vraiment, c'était. Je l'ai réécouté pour faire les petits montages et tout. J'ai dit c'est impossible qu'on sorte ça. Donc du coup, on va essayer de la refaire. Peut-être que ça va être encore très laborieux, mais non. Oh, ça devrait aller, mais vraiment pour te sauver, c'est vrai que ce jour-là, on avait enchaîné, on avait fait beaucoup d'émissions et je crois qu'on était en milieu d'après-midi, on en avait attaqué je sais pas Ouais, combien. Donc ouais, c'était assez délicat et assez compliqué. Mais j'avoue que moi, ça m'avait bien fait rire quand même. Moi, je m'étais bien marré quand c'est vrai. Non, mais c'est exactement ça. On avait fait une session d'enregistrement en live, comme on fait des fois, et c'était la dernière. Et ouais, la fatigue et non, déjà en l'enregistrant, c'était une catastrophe. Mais après, on s'est dit bon, c'est pas grave, Ça va aller. professionnalisme, what a game, tout ça. Et quand je l'ai réécouté à la maison, mais genre des semaines après, quoi, j'ai envoyé un message à Damien, elle devait sortir le dimanche. Je lui ai dit, gros, il n'y aura pas d'émission cette semaine, c'est impossible C'est de pas la possible. sortir. Pendant l'émission, t'es là, tu m'entends faire, attends, et t'entends le bruit des feuilles qui se tournent comme ça. Bref. Euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu, comment vous dire, nous, en France, on n'a pas trop l'habitude des derbies, quand, je parle pas des villes proches, mais juste au sein des villes. On a récemment maintenant Paris, le Paris FC, etc., le PSG. Mais globalement, Marseille, Lyon, Lille, les grandes villes, on n'a pas de derby. Il y a un club. On va dire que c'est quand même une anomalie parce que quand vous allez en Allemagne, en Italie, en Espagne, souvent vous avez deux clubs dans une ville. Milan, Rome, Barcelone, Madrid, Madrid. Berlin, bref. Et puis parfois, il y a des villes qu'on a un petit peu plus, comme, je sais pas, Istanbul par exemple, Par exemple. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, je suis sûr que j'en oublie. Après, il y a encore même un peu plus. On peut prendre Rio, Sao Paulo, euh, Buenos Aires en Argentine, Tout à fait. je sais pas. Et puis, vous avez Londres. Londres en Angleterre, qui, pour certains, alors ça c'est un autre débat, mais peut-être qualifié de capitale du football. Je sais pas, mais en tout cas, pour vous donner quelques chiffres, à Londres, si on parle vraiment de clubs professionnels, voilà, complètement professionnels, on est entre 13 et 15 clubs professionnels. Et si on va sur les clubs semi-pro, c'est-à-dire qu'on est entre allez, de la 5e à la 8e division anglaise, c'est-à-dire vraiment là où on commence à rémunérer les joueurs, si Hmm. on parle de clubs semi-pro, on est entre 80 et 100 clubs à peu près, ce qui est Normal. totalement absurde. Et voilà, aujourd'hui cet épisode est consacré au club londonien. Alors rassurez-vous tout de suite, je ne vais pas vous présenter les 100 clubs parce que pas du tout la soirée, mais on va vous présenter les principaux. Et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui suivent et qui connaissent très bien le foot anglais, il n'y a pas de problème. Mais il y a peut-être aussi des gens, je sais, qui nous écoutent un petit peu comme ça parce qu'ils aiment bien, mais sans être des grands connaisseurs. Et je suis sûr qu'on va vous sortir des noms de clubs et vous allez dire ah putain, mais c'est à Ah, Londres ça. c'est à Londres. Ah ouais, et voilà.
T'es prêt, mon C'est Damien? un bon programme, ça. Ça, c'est une ville qui me tient particulièrement à cœur et C'est vrai. je l'aime bien, cette émission. Bah oui, parce qu'on rappelle, Damien a vécu 2 ans en Angleterre, non loin de Londres. Tout à fait. Donc il s'y est rendu. Alors que tu vois, moi qui est un peu baroudé en Angleterre, c'est la ville peut-être que je connais le moins. Tu vois, Mhm. c'est C'est drôle. plutôt marrant, d'ailleurs, ouais, Ce clairement. qui est plutôt paradoxal, c'est vrai. On va commencer. Alors, on va y aller par zone géographique. C'est là que ça avait pêché la dernière fois. On va y aller par zone géographique. Ça va nous permettre en fait un peu plus de comprendre juste la géographie de Londres, Mhm. le côté un petit peu social, territorial, et puis les rivalités aussi. Et on va commencer par le nord, évidemment, de Londres, avec l'équipe qui est peut-être l'équipe londonienne la plus connue, en tout cas celle qui compte, je pense, le plus de supporters dans le monde entier. Une équipe qui se rapproche à l'heure où on parle doucement du titre en Angleterre. Damien, est-ce que tu vois de qui je parle? Une équipe qui joue en rouge? Tout à fait. Oui, Arsenal, malheureusement, évidemment, tout à bien fait. connu bah oui, de ton maillot de Tottenham. Il y avait un frérot à toi hier. J'étais au Stade des Alpes pour un magnifique GF38 3. Wow. Ouais, c'était une horreur. Et il y avait un mec avec un maillot rétro de Tottenham. Voilà. Ok. Un vrai de vrai, quoi. Oh. Il y en a encore, ça existe encore. Ah, oui, c'est maintenant qu'il faut être présent. Exactement, bien sûr. Et oui, Arsenal. Arsenal, alors attention, Arsenal qui n'est à la base pas un club du nord de Londres, qui est un club qui est fondé dans le sud-est de Londres, à Woolwich, très exactement, et qui s'appelait avant le Dial Square FC, puis le Royal Arsenal, puisque c'est un club qui a été fondé par les ouvriers d'une usine d'armement en 1886. Euh, Ils ont ensuite déménagé, si je dis pas de bêtises, en 1913, où ils sont, bah voilà, face à des problèmes financiers, un isolement un petit peu géographique. Le club a traversé la Tamise pour s'installer à Highbury, dans le nord de Londres, sur le territoire d'un autre club londonien, dont on parlera juste après, et ce qui a évidemment créé une rivalité très intense Forcément. tout de suite. Ils jouent à l'Emirates Stadium, 60 000 places depuis 2006. L'ancien stade, vous le connaissez tous, il est mythique, on l'a dit, c'est Highbury, Ouais, bah oui. évidemment. Le palmarès, il est fou. 13 championnats, dont la fameuse saison des Invincibles en 2004, 14 FA Cup, une Coupe des Coupes, à l'heure où on parle, parce que attention, la saison n'est Mhm. pas terminée. La rivalité, évidemment, d'Arsenal, c'est Tottenham, c'est l'autre club du nord de Londres, le club un peu historique du nord de Londres, dont on parlera juste après. Donc évidemment, la rivalité, elle est là parce qu'il y a eu ce déménagement, et puis aussi parce qu'il y a eu, euh, pour une petite anecdote, c'est qu'en 1919, il y a eu une espèce de petite controverse, c'est-à-dire que, en gros, la première division devait passer de 20 à 22 clubs. Tottenham avait fini 20e, donc relégable. Arsenal avait fini 5e de deuxième division, et normalement, Tottenham aurait dû être repêché. Et à l'époque, le président d'Arsenal, qui s'appelait Sir Henry Norris, a fait vraiment un gros lobbying avec de forts soupçons de corruption auprès de la Ligue. Et après un vote qui a été qualifié de lunaire, Arsenal a été promu à la place de Tottenham. Et à partir de cette date précise, ce qui était, on va dire, une grosse rivalité est devenu une haine viscérale. Ouais, mais c'est Voilà. vrai. Pour Mhm. vous expliquer un petit peu les origines de tout ça. Et puis Arsenal, si on peut parler un peu des supporters, c'est un club qui a toujours été perçu comme avec une frange de supporters assez diversifiée, mais qui a toujours eu cette image un peu classieuse, vous voyez, parfois bourgeois. Highbury était surnommé The Library, quand même, à l'époque, pour son calme. Donc voilà, pour vous en dire un petit peu plus sur Arsenal, mais que vous connaissez évidemment tous, puisque c'est Forcément. absolument... Voilà. Et après, un petit peu plus au nord, il y a le club historique, on va dire, du nord de Londres. Le club cher à ton cœur qui, lui, à l'heure où on parle, se bat pour sa survie, c'est absolument incroyable en première ligue. Ouais. Damien, c'est Eh ben, c'est Tottenham, c'est nos chers Spurs. tout à fait fondé en 1882 quand même. Il joue au Tottenham Hotspur Stadium, 62 000 places, qui a été construit sur les cendres de l'historique White Hart Lane en 2019. Le palmarès est pas dégueu, 2 championnats, 8 FA Cup, 2 coupes de l'UEFA ou Europa League, une coupe des coupes. Premier club au XXe siècle à réaliser le doublé coupe championnat en 61 Mhm. quand même. Tottenham qui a toujours eu un peu ce côté, c'est pas un club du ventre mou, on le considère plutôt comme un grand d'Angleterre, mais il a pas non plus le palmarès des autres grands d'Angleterre, ce qui lui donne toujours un peu ce cul entre deux chaises, tu vois. La D'un rivalité, côté. on l'a dit, elle est essentiellement avec Arsenal.
on est quand même sur un quartier beaucoup plus populaire, avec, avec une grosse diversité. On a une Ouais, grosse communauté, on a des grosses communautés, si je dis pas de conneries, nigérianes, jamaïcaines, dans le ouais, quartier caribéenne. Ouais. caribéenne, dans le quartier de Tottenham. Et puis il y a aussi donc il y a forcément un gros ancrage local. Et puis il y a aussi un gros lien historique avec la communauté juive de Londres, qui a toujours un Tout à peu fait. supporté en masse Arsenal. Euh, alors, contrairement aux ouvriers d'Arsenal, Tottenham a été fondé par des écoliers. Voilà, d'un club de cricket local qui cherchait un sport pour jouer l'hiver. Vous allez voir que c'est L'hiver. l'histoire de beaucoup de clubs de Londres. Mhm. Euh, Pourquoi on les appelle les Spurs? Eh ben, ça vient du nom de Sir Henry Percy, qui était surnommé Harry Hotspur par les Écossais au XIVe siècle par sa façon féroce de chevaucher et de combattre. Voilà. Et la famille Percy possédait des terres dans le quartier, donc les écoliers, quand ils ont créé l'école, eh ben, ils ont décidé de choisir ce nom pour s'imprégner un petit peu de ce côté chevaleresque. Voilà. Ok, magnifique histoire. Elle me met toujours les frissons celle-ci. Non, mais je trouve ça dingue. À chaque fois que je l'entends ou je l'écoute ou je la lis, ça me transporte un peu. Ah bah tu vois. C'est à peu près tout pour le Nord. Alors attention, il y a d'autres clubs, mais là on parle évidemment des clubs principaux, c'est à peu près tout pour les clubs majeurs. Et là on va se diriger du coup à l'ouest, où on est dans des quartiers un petit peu plus huppés, on va dire. Soit on est clairement sur du gros quartier de Bourges, soit à la limite on est sur du quartier résidentiel, mais en tout cas voilà, on est sur des côtés beaucoup plus aisés de Londres. Et on va dire que le club principal de l'ouest de Londres, en tout cas en termes de palmarès et sur le plan sportif, Damien, c'est En bleu toujours? Enfin, oui, ça joue en bleu, ouais, ça Chelsea. joue en bleu. Chelsea, tout à fait. Le Chelsea Football Club, créé en 1905, qui joue à Stamford Bridge. Alors là, pour le coup, on est dans un stade à l'ancienne, hein, vraiment en plein milieu du quartier. Le palmarès, bah, c'est 6 championnats, quand même, 8 FA Cup, 2 Ligues des Champions, 2 Ligues Europa, 2 Coupes des Coupes. Au niveau des rivalités, bah, Chelsea, c'est un petit peu particulier. On a des rivalités un peu avec les autres équipes de Mm. l'Ouest. Et puis, on va avoir des rivalités un peu plus avec Arsenal ou Tottenham sur le côté un peu sportif. Mais on peut pas dire qu'il y a en fait une vraie rivalité avec Chelsea. Euh, En tout cas, quelque chose de très exacerbé, comme on peut avoir par exemple entre Arsenal et Tottenham. Euh, Chelsea, c'est un club qui s'est surtout développé à partir de 2003, avec avec l'arrivée de Roman Abramovich, qui a transformé un club qui était peut-être comme Tottenham, un peu le cul entre deux Mm. chaises, un bon club anglais qui est devenu une machine à gagner, tout simplement. Chelsea, c'est aussi un club dans les années 70-80 qui a été fortement marqué par le hooliganisme, Tout à fait. avec des franges de supporters assez violentes. Il y a notamment un livre qui s'appelle The Football Factory, que je vous conseille, qui parle de ça. Il y a eu un film aussi d'ailleurs Mm. là-dessus. Il y a un petit truc qui est rigolo avec Chelsea, c'est que c'est un club qui a un peu la même histoire que un club cher à mon cœur pour le coup, que Liverpool, puisque à la base Chelsea c'est plutôt un stade, c'est-à-dire que vous aviez un mec qui s'appelait Gus Mears qui a acheté un terrain d'athlétisme, Stamford Bridge, pour en faire un stade de foot. Oh oui, on l'a pas précisé. Chelsea se situe dans le quartier de Fulham. Et donc, quand il a créé son stade de foot, il est allé voir Fulham en leur disant venez jouer chez moi. Fulham, ils leur ont dit non merci. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son club à lui, le Chelsea Football Club. Chelsea qui est le nom d'un quartier voisin. Pour la petite Mm. anecdote, quand il a créé, il ne pouvait pas l'appeler le Fulham parce que ça existait déjà, même s'il était à Fulham. Donc il a regardé un peu les quartiers autour. Il y avait notamment Kensington, Donc, par exemple. Et il a choisi Chelsea. Voilà. club que beaucoup enfin, qui est pas très aimé par les autres équipes de Londres, mais c'est vrai, comme tu dis, il y a pas énorme. On s'attend toujours à ce qu'il y ait une grosse rivalité entre clubs. Là, on pourrait typiquement Mm. penser que Fulham serait directement idoine, tu vois, vraiment alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de rivalité entre Fulham et Chelsea. C'est pas du tout un Arsenal Tottenham Non, voilà, enfin, ou un City United à Manchester. tout à fait. C'est On vrai. est sur des voisins qui Qui vivent se bien tolèrent. ensemble, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et oui, tu l'as cité. Écoute, c'était le prochain. C'est le club anglais, enfin le club professionnel le plus vieux de Londres. On l'appelle parfois le London Original Club. C'est Fulham, qui a été créé en 1879. Donc voilà, pour beaucoup de Londoniens, c'est le club historique de Londres. Il joue à Craven Cottage, un des stades
les plus romantiques, les plus mythiques du foot anglais, 25 000 places, qui est situé au bord de la Tamise, avec une tribune complètement en bois, le petit cottage dans le coin. Voilà, ça, pour les gars qui aiment le grand hopping, on en a parlé à la dernière émission. Craven Cottage quand même, ça fait toujours envie. Aucun trophée majeur dans la vitrine. Au niveau des rivalités, ben voilà, on l'a dit. Comme tu l'as dit, il y a cette rivalité un peu avec les autres clubs de l'Ouest londonien, mais rien de bien méchant, mais aussi parce que les supporters de Fulham, notamment, ont cette réputation d'être un club très familial, assez chill. Voilà, on les surnomme parfois les Suisses du foot anglais, sans vouloir manquer de respect les Suisses, qu'en plus, tu sais, j'aime beaucoup. Mais voilà, on a du supporter une ambiance très chaleureuse, très familiale, donc pas trop dans la rivalité, dans les choses comme ça. C'est un club qui a été fondé par un instituteur et un gardien d'église qui s'appelait à la base le Fulham St Andrew's Church Sunday School. C'était un club qui était destiné à faire du sport pour les jeunes de la paroisse, plutôt qu'aller se déglinguer la tronche au pub d'à côté. Le tournant dans ce club, ça a été quand même un club qui était souvent dans les divisions inférieures, et c'est à partir de 97 où il y a eu l'arrivée de Mohamed Al-Fayed, qui a un richissime propriétaire qui a vraiment fait monter le club en quelques années et qui l'a vraiment aujourd'hui complètement installé dans le visage de la Première Ligue. Donc voilà, petite anecdote un peu marrante, ce Al-Fayed était ami avec Michael Jackson, qui est une fois venu voir un match à Fulham, et du coup après il a mis une statue de Michael Jackson devant le stade. Et vraiment tout le monde se foutait de sa gueule. Et quand le club a été racheté en 2013, je crois, ils ont retiré la statue. Voilà. Et je vous invite à aller sur Google voir la statue, parce qu'une statue, ça peut être classe. Une statue de Michael Jackson en bronze, en train de faire un moonwalk, tu vois, ça peut avoir de la gueule. Allez voir la statue. Vous allez comprendre que les moqueries, c'était pas forcément sur Michael Jackson lui-même, quoi. La statue est dégueulasse. C'est souvent un qui tout double, hein, les statues. Il y a quand même, il y en a beaucoup qui sont quand même vraiment moches. Ouais, quand c'est comme ça, il faut que ce soit un peu caché, tu vois, qu'ils se tiennent le chapeau un peu comme ça sur la tête, tu vois, un truc. Là, elle est en couleur et tout, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. J'avais regardé, je l'ai jamais vu, tu l'avais regardé. Bah, en préparant l'émission, je suis tombé sur cette anecdote, du coup, je suis allé voir et j'ai dit, ouais, bon, ok. moi aussi, je me serais moqué. Encore plus à l'ouest, nous avons un club qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques années. C'est Brentford, bien sûr, qui est quand même fait beaucoup parler de lui ces dernières années, mais il est quand même fondé en 1889. Vous remarquerez que de toute façon les clubs, voilà. On est toujours sur des clubs qui sont créés au 19e siècle, accessoirement. Il joue au G-Tech Community Stadium, 17 000 places. Avant, il jouait au Griffin Park, on les appelle les Bees. Pareil, pas de rivalité plus que ça, à part avec les autres clubs de l'Ouest. Fondé par les membres du Brentford Rowing Club, donc qui était un club d'aviron qui cherchait un sport à pratiquer l'hiver, encore une fois, quand la Tamise était tout simplement pas propice à faire des petites régates, quoi. Le tournant, il est bien sûr en 2012. Matthew Benham prend le contrôle du club. C'est un fan du club qui a fait fortune avec une espèce de... Je sais plus si c'était un site ou une application dans les paris sportifs, les statistiques, la data. Et il a utilisé cette data qui aujourd'hui est utilisée par tous les clubs, mais qui à l'époque était vraiment quelque chose de novateur, révolutionnaire de ouf. Et il en a fait un club ultra respecté aujourd'hui en Première Ligue. Donc voilà, ça a été vraiment le tournant. Petite anecdote sympa. Brentford, avant, il jouait à Griffin Park. Il avait une particularité, ce stade, c'est qu'il avait un pub à chaque coin du stade. Pas une buvette ou un food truck. Il avait un véritable pub à chaque coin du stade. Voilà. Il n'y a qu'en Angleterre que tu peux voir des choses comme ça. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver, clairement. Ça, c'est le genre de stade qui moi, me chauffe. Donc voilà, Brentford, bien sûr. On reste à l'ouest. Et oui, l'ouest londonien est vraiment une zone très dense au niveau du football, avec peut-être le club que moi je préfère, en tout cas à Londres. Damien, tu le vois normalement à l'image, il est là. Tu reconnais quand même. Oui, QPR, non? Et oui. Je vois que le sponsor, mais je me disais. Ah mince. Si je me mets comme ça. Oui, non, c'est les Queen's Park Rangers. Les Queen's Park Rangers, fondés en 1882. Je sais pas, j'ai toujours bien aimé ce club. Ses maillots, ses rayures horizontales. Il joue à Loftus Road, stade de 18 000 places. Un des stades qui est vraiment réputé pour être
un des stades les plus compacts, vraiment les plus exigus de première ligue d'Angleterre, puisqu'ils sont plus en première ligue, ils sont en Championship, coaché par Julien Stéphan d'ailleurs, français. Ok. Et voilà, c'est un stade vraiment, peu importe où vous êtes dans le stade, vous êtes proche du terrain. Et il donne vraiment cette... genre, je lisais des articles qui utilisaient le terme en anglais claustrophobique. Voilà, c'est vraiment un stade hyper compact qui donne vraiment cette impression d'être serré, vraiment, voilà, d'être serré, d'être regroupé. Pour la petite anecdote. Au niveau du palmarès, une Coupe de la Ligue en 1967. Donc pareil, les rivalités, on est toujours avec Chelsea, Fulham, Brentford. Il est né de la fusion entre deux églises. Et le nom Ranger vient du fait que ils n'avaient pas de stade fixe au début. Ils ont changé de stade une quinzaine de fois dans leur histoire au début. Voilà, et donc ils étaient qualifiés de club errant, donc ranging en anglais. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les Rangers. Voilà, pour la petite anecdote. Autre petite anecdote, en 81, QPR, ils ont été les premiers à installer un terrain synthétique. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, on arrive à faire des terrains synthétiques un peu stylés, mais quand on tombe, ça frappe toujours un peu. On est en 2026. Imaginez en 1981. C'était un délire. Les gens détestaient jouer là-bas. C'était un truc de ouf. Ils repartaient tous avec des pizzas sur les cuisses. Et ça a été quand même interdit à un moment, je crois en 89, si je dis pas de conneries, par la fédération. Parce que c'était trop abusé. En plus, l'Angleterre, on en parle souvent dans cette émission, on en parle pendant le reportage d'ailleurs. L'amour qu'ils ont pour s'occuper de leur pelouse, pour nous faire des billards. Imaginez juste l'hérésie un peu du truc. Un synthétique, ouais. C'était une dinguerie. Et donc oui, il y a eu cette finale de Coupe de la Ligue en 67, alors qu'ils étaient en 3e division quand même. Ils jouaient contre West Bromwich qui était en première ligue, enfin en première division à l'époque. Ils perdaient 2-0 et ils ont gagné 3-2. Ok. Ouais. Imaginez clairement, ça a été appelé le miracle de Wembley. Une dinguerie, incroyable. Imaginez aujourd'hui un club de première ligue contre un club de 3e division en finale de la Coupe de la Ligue. Le club de première ligue gagne 2-0 et finalement ça finit en 3-2. Incroyable. Ouais, j'avoue que j'arrive pas à me le réaliser maintenant dans le foot de maintenant, dans la première ligue de maintenant. Je pense que c'est plus délicat. Mais... c'est sûr. Mais c'est une équipe qui a quand même beaucoup fait l'ascenseur, qui est monté, qui est redescendu souvent. Complètement. Ça n'a jamais été un club très stable, quoi. C'est ça. Donc voilà un petit peu pour l'Ouest londonien. On part de l'autre côté à l'Est. Alors là, on n'est pas forcément sur du quartier populaire, on n'est pas forcément sur du quartier aisé, on est sur du quartier surtout ouvrier. Voilà, c'est là vraiment qui est le cœur de ce qui a été la révolution industrielle à Londres. Et le club emblématique de cette classe industrielle et ouvrière à Londres, je vois que tu fais le signe, Damien, tu le sais, Oui. c'est West Ham, évidemment, West Ham United, fondé en 1895 par le patron d'une fonderie, Thames Iron Works. Et d'ailleurs, le club s'est appelé à la base le Thames Iron Works FC. Il joue au London Stadium, je le dis avec cet air un petit peu dépité, parce que oui, ce club qui a tourné en 2016, qui a quitté le mythique stade d'Upton Park, le Bowley Ground, pour se rendre dans ce stade olympique où, clairement, disons-le, ils ont perdu une partie de leur âme. Eux qui avaient un stade très bouillant, très chaud, aujourd'hui ils sont dans un stade immense, impersonnel, qu'ils ont beaucoup de mal à remplir. D'ailleurs, on en parlait lors de la dernière émission avec Raphaël, qui disait que voilà, vous allez à Londres, vous voulez voir un match de West Ham, allez-y, vente libre, il n'y a pas de souci. Par contre, le parquage est un des plus difficiles d'accès. Donc ça montre que le décalage qu'il peut y avoir entre cette ferveur autour du club, parce qu'ils ont une grosse communauté de supporters, et ce désamour qu'il peut y avoir avec le stade actuel. West Ham, c'est 3 FA Cup, une Coupe des Coupes et une Ligue Europa Conférence en 2023. Et là, en termes de rivalité, il y a une grosse rivalité avec le club de Millwall, dont on parlera un petit peu après. On le sait, on le voit notamment dans le film Green Street Hooligan avec Elijah Wood. C'est vraiment le club emblématique des ouvriers londoniens. Donc le Thames Ironworks FC, le Thames Ironworks, c'était une fonderie. Les joueurs étaient souvent des ouvriers des chantiers navals. Voilà, pour la petite histoire. Et oui,
Non, j'ai bugué parce que je me disais, j'ai oublié de dire un truc. Oui, on parlait de Chelsea. Là aussi, on a un club qui a été vraiment très très marqué dans les années 80-90 par le hooliganisme, des Ah franges de oui, clairement. supporters ultra violents avec l'Inter-City Firm notamment, qui était vraiment un groupe très 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 redouté, très sulfureux et très violent à l'époque. Et voilà, un club qui a été vraiment marqué par ça, notamment. On reste dans l'Est londonien avec un club avec un nom que j'aime bien, toujours un peu sympa, le Leyton Orient FC, fondé en 1881, qui joue à Brisbane Road, avec un truc très drôle, c'est que c'est un stade voilà, qui est entouré d'immeubles d'habitation. Voilà, donc suivant, vous pouvez regarder le match de votre balcon. Ça, Euh, c'est classe. c'est un club qui a été fondé c'était fondé encore une fois par un club de cricket qui cherchait une alternative un petit peu pour faire Mhm. d'autres choses. Et le nom Orient vient de Jack Graham qui travaillait pour la Orient Steam Navigation Company. C'est lui qui a décidé de rajouter ce petit surnom voilà, au club. Euh, c'est un club qui a eu très chaud ces dernières années. Ils ont été rachetés en Mhm. 2014 par un Italien, un homme d'affaires italien, qui en 3 ans a fait passer le club de la 3e division à la 5e division. C'était pas arrivé depuis 112 ans. Ils ont frôlé la liquidation et c'est les fans qui l'ont racheté Oui. via une organisation en 2017 pour aujourd'hui le ramener en 3e division et en faire un club extrêmement stable. Mais voilà, c'est un club qui a vraiment, vraiment frôlé la disparition, qui revient de loin et qui aujourd'hui est géré, administré et qui a été sauvé par ses fans, pardon, mais sûrement aussi ses femmes Tout à dans ses fait. fans. Et vous allez voir que c'est pas le seul exemple de club londonien qui a eu cette histoire-là. On descend un peu au sud, mais on reste un peu à l'est. Je vous explique. On a un club qui a été fondé dans l'est londonien, mais qui a déménagé dans le sud. C'est le principal rival de West Ham. C'est le club le plus sulfureux d'Angleterre. Vous en entendez souvent parler. Ils sont détestés par pratiquement tout le monde et ils sont aux portes de la première ligue à l'heure où on parle. Damien, je parle de, Millwall. bien sûr, le Millwall Lions. Football Club, fondé en 1885, qui joue au Den, l'antre des Lions. Grosse rivalité avec West Ham. Encore une fois, des grosses origines ouvrières, fondées par les travailleurs d'une fabrique de confiture sur l'Isle of Dog. On en a parlé de l'Isle of Dog, puisque c'est l'endroit aussi où était né le joueur qui s'est vendu lui-même et dont on a fait une émission et dont Mhm. j'ai oublié le nom, c'est moche. Euh, Mais non, je l'aurais pas, ça sert à rien. Bah, je l'ai plus non plus. Bon, c'est pas grave. Scroller dans les émissions, vous allez tomber dessus. Exactement. Euh, Il y a 2 tournants, on va dire. La première, c'est en 1910, ils traversent la Tamise. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'Est, ils vont dans le Sud. Et ils ont vraiment, pour le coup, les supporters ont suivi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment ramené ces supporters de l'Est dans le Sud, ce qui fait qu'il y a une vraie enclave, en fait, dans le Sud de Mhm. Londres, de supporters de Millwall, avec cette, cette maxime, ce slogan « No one like us and we don't We care ». don't care. Personne ne nous aime et on s'en fout. Et il y a aussi une deuxième anecdote parce que d'où vient la rivalité avec West Ham? Déjà, parce que le fait que ce soit 2 clubs qui étaient très proches géographiquement, 2 clubs industriels, mais il y a eu quelque chose. Euh, il y a eu une grève générale en 1926 et les dockers de l'Isle of Dog, donc les supporters de Millwall, ont refusé de faire grève et ça a été vécu comme une immense trahison de la Mhm. part des ouvriers de West Ham qui, eux, étaient pro-grève. Et vraiment, voilà, c'est de là qu'est née cette haine, comme un peu, on peut le dire, entre Tottenham et Arsenal, cette haine Mhm. qui dépasse vraiment la rivalité sportive. Et voilà, elle est vraiment née d'une lutte des classes, d'une lutte des syndicats à l'époque. Voilà un petit peu l'origine de cette rivalité très, très, très marquée entre Oui, Millwall et West Ham. c'est rare que ça soit pas sur le terrain, que ce soit pas sportif, que ce soit purement et clairement social. C'est ça qui marque encore plus les choses, qui font que c'est encore Hmm. plus le cas, quoi. C'est C'est plutôt rare, je ça. trouve. Et c'est pour ça qu'on fait souvent dans cette émission des émissions sur l'histoire, sur la culture du foot anglais, parce qu'en Angleterre, les clubs sont tellement vieux, sont tellement importants pour les communautés que, évidemment, ça Bien dépasse sûr. toujours la frontière du foot, et c'est ça qui rend les choses passionnantes, j'ai envie de dire. Cette fois, on est pour de bon dans le sud. Quel est le club, Damien, emblématique
qui représente, on va dire plus que les autres, le sud de Londres, le Pride, le London, Pride South London, je sais plus dans quel ordre. South London Pride. C'est Crystal Palace? Et oui, c'est Crystal Palace. Bah oui, évidemment, bravo, tu es bon. Fondé en 1905. Ah, on est passé au XXe siècle. Oh les cons. Qui joue à Selhurst Park depuis des temps immémoriaux. Crystal Palace qui est fondé par des ouvriers de la Crystal Palace Company qui gérait à l'époque à Londres, vous aviez un Crystal Palace, un palais de cristal qui a été un espèce d'immense palais d'exposition, voilà, qui a cramé, je sais plus en quelle année. Et donc aujourd'hui il n'existe plus, mais en tout cas là, vous pouvez aller voir sur internet, il y a des représentations, c'était quelque chose d'assez fou. Et voilà, et c'est de là que vient du coup ce nom incroyable, Crystal Palace Football Club, et que vient ce club. C'est vraiment le club historique du sud de Londres. On est pareil sur des quartiers assez populaires pour le coup, donc vraiment gros ancrage dans le quartier, dans la communauté. Crystal Palace qui a une particularité, c'est que c'est le seul club anglais à avoir une vraie culture ultra, une vraie frange de supporters qui a une culture ultra, donc avec les tambours, avec les tifos, avec les chants, tout le match, ce qui n'est pas toujours bien vu, parce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la culture ultra, c'est pas du tout dans leur culture aux Anglais. Nous, ça nous paraît évident en tant que Français, en tant que Latins, mais pour les Anglais, mais c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui vont en Angleterre et qui sont très déçus par l'ambiance, parce que c'est quelque chose de très différent. Bien sûr. Et le fait que Crystal Palace fasse ça, ça les démarque, mais ça aussi, pas toujours, enfin en tout cas, ils sont pas toujours, les Anglais ne comprennent pas toujours cette chose-là. Et voilà, c'est un club qui a changé de couleur. En 73, à la base, ils avaient les mêmes couleurs qu'Aston Villa. C'est-à-dire qu'ils étaient en bleu ciel et grenat. Et ils ont voulu prendre ces couleurs-là pour s'inspirer du Barça. Voilà, pour la petite anecdote. Ok, j'aurais pas, tu vois, je savais pas. Je savais pas pourtant que Crystal Palace, c'est un club que j'aime bien, tu vois, que je suis assez souvent et qui est qui va peut-être aller chercher sa première Coupe d'Europe là, à l'heure où on parle. Bah tout à fait, c'est clair, c'est pour bientôt, en tout cas, qui a étoffé déjà son palmarès avec la FA Cup, hein, c'est la League Cup, c'est la FA Cup qu'ils ont gagné l'année dernière. Oh merde, non, la League Cup, c'est Newcastle qui l'a gagné contre Liverpool. Donc c'est la FA Cup qu'ils ont gagné contre City. Incroyable. Ouais, tout à fait. Dans le sud. Oui, pardon. Non, vas-y. Non, je disais pour un club qui pendant des années, pour moi, a été vraiment bas de tableau, qui a vraiment commencé un petit peu à exploser ces deux, trois dernières années. Pardon. C'est sûr. On reste dans le sud. Et on va du côté de Charlton, le Charlton Athletic FC, fondé en 1905, eux aussi, qui joue dans leur stade The Valley. C'était fondé par un groupe de jeunes de 14-15 ans, voilà, qui jouaient dans un parc. C'est vraiment un club qui a été fondé par une bande de gamins du quartier, qui est toujours resté dans leur quartier. Il y a eu un vrai tournant à Charlton. En 1985, le stade est déclaré insalubre. Pendant 7 ans, ils ne peuvent plus jouer dans leur stade. Ils ont joué un peu du côté de Crystal Palace. Ils ont joué... Oh merde, je me rappelle plus, je l'ai lu tout à l'heure, mais du côté de West Ham, je crois. Bref, pardon si je dis une bêtise. Mais bref, ils ont bougé pas mal. Impossible de faire changer les choses. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, les supporters ? Ils ont créé un parti politique pour les élections locales. Ils ont mis ils ont présenté plein de candidats. Ils ont récolté 15 000 voix. Ils n'ont pas réussi à avoir un siège au conseil municipal, mais par contre, ils sont devenus une vraie force politique. Et ils ont pu forcer la municipalité à réautoriser les travaux. Et ils ont pu retourner dans leur stade en 1992 lors d'un match. Je vous laisse imaginer un peu l'émotion, vous captez un peu le délire, quoi, les Anglais, la culture, leur quartier. Et voilà. Et c'est une anecdote assez belle, puisque on parle beaucoup d'argent dans le football. Et là, c'est vraiment avec des outils démocratiques qu'ils ont réussi à retrouver en fait leur stade historique. Beaucoup de créativité, c'est super intéressant, enfin, c'est super malin aussi, mais j'avoue qu'il faut de la suite dans les idées. Tout à fait. Et puisqu'on est toujours dans des histoires un petit peu comme ça et qu'on est encore plus au sud, on peut parler bien sûr de l'AFC Wimbledon, créé en 2002. Alors, oui et non. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Wimbledon, c'est un club historique et j'ai
plus, je suis nul, j'ai plus la date sous les yeux, mais c'est pas grave. Bon, club historique qui a été délocalisé. Bon, alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Eh ben voilà, ça y est, on se repère. Non, mais parce que c'est le dernier club duquel je vais parler et j'avais noté quelque chose d'un peu plus consistant sur eux. Et c'est juste là, je vous demande, 30 secondes. Est-ce que je vais y couper au montage? Non, parce que j'ai la flemme. Et parce qu'on aime ces moments-là aussi. On voit que on bosse, mais qu'on peut pas tout improviser non plus, quoi. Oui, merci de meubler, Damien. Ça me fait très plaisir. T'inquiète, je suis toujours là pour ça. Le club de Vinnie Jones, c'est Wimbledon FC pour ceux qui ne savent Voilà, pas. j'y suis. Euh, Exactement. Et bah oui, parce qu'ils ont gagné la FA Cup en 88 avec cette équipe surnommée le Crazy Gang, avec notamment Vinnie Jones, tout à fait. En 2002, une commission indépendante décide de tout simplement faire quelque chose qui n'existe pas dans le foot anglais, qui existe par contre de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui est une hérésie pour le foot anglais, de délocaliser le club à Milton Keynes, donc à 90 km au nord de Londres, sans problème, zéro pression. En plus, c'est une ville un peu nouvelle, qui est vraiment une ville un peu nouvelle, un peu dans le style de ce qu'on peut voir dans des quartiers, un peu dans certaines villes en France, voilà. Et ils vont fonder le MK Dons. Voilà, donc un club qui n'a rien à voir, dans une ville rien à voir, dans un stade rien à voir, avec des maillots rien à voir. Évidemment, les supporters vont vivre ça, mais ça a été. Il y a des documentaires. Il y a notamment Samos TV qui fait des vidéos YouTube excellentes et qui parle de ça. C'est passionnant. Les supporters, évidemment, ils vont vivre ça comme un drame absolu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? De toute façon, ils n'arriveront pas à récupérer leur club. Il leur est question de suivre ce club là-bas. Donc, ils vont fonder. En fait, c'était le Wimbledon FC et donc c'est devenu le AFC Wimbledon. Et ils vont recruter des gars en amateur et ils vont repartir en 9e division. Le club va se structurer et en 13 ans, ils vont remonter en 3e division, donc au niveau de Milton Keynes. Et surtout, en 2020, ils vont réussir, grâce à un immense crowdfunding, un immense financement participatif, à inaugurer leur nouveau stade, Plough Lane, dans la même rue où était leur stade historique. Donc ils vont vraiment boucler la boucle et retourner là où ils étaient. Et aujourd'hui, c'est un des clubs les plus démocratiques au monde, toujours géré et détenu par ses supporters qui ont un club qui est juste, on peut le dire à l'expression, qui renaît vraiment de ses cendres après avoir été incroyablement arraché et délocalisé. Je trouve ça dingue, je pensais même pas que c'était possible de le faire, tu vois, enfin. C'est c'est bizarre. Par contre, justement, les matchs contre Milton Keynes, ça doit être quelque chose, hein. Là, ça doit être un gros, pas derby du coup, mais c'est ça. Un gros duel, quoi. Après, oui, évidemment, il y a ça. Et puis surtout, moi, je me dis, ça doit être incroyable pour les supporters qui ont vécu ce drame incroyable. Parce qu'on parle pas d'un club de 6e division lambda. Je veux dire, il y a un club qui a gagné une FA Cup, quoi. Je veux dire. Et j'imagine la fierté des supporters d'avoir réussi à recréer ça eux-mêmes dans un stade. Chaque match doit avoir une valeur tellement folle. C'est sûr. C'est juste magnifique. Donc voilà, on vous a présenté un petit peu les principaux clubs. Évidemment, il y en a plein d'autres. On peut parler de Bromley, on peut parler de Dagenham and Redbridge, qui est appelé aussi Dagenred, mais voilà, qui sont des clubs un petit peu plus mineurs, sans vouloir leur manquer de respect, bien sûr. On peut aussi parler des clubs que je ne vous ai pas cités parce qu'ils ne sont pas dans Londres même, mais qui sont un peu ce qu'on peut appeler dans le Great London, c'est-à-dire dans la grande agglomération londonienne. Il y a Watford, il y a Luton, que tu connais bien notamment. Je ne les ai pas cités parce qu'ils ne sont pas à Londres même. Et puis sinon, l'émission aura duré le double. mais voilà, pour vous donner un petit tour d'horizon sur ces clubs, sur les principaux clubs londoniens. Un truc qui me fait toujours un peu sourire, c'est que forcément, West Ham est à l'Est, tu vois. Enfin, les Anglais font jamais rien comme tout le monde. Ça, c'est toujours le truc qui, moi, m'hallucine, tu vois. Parce que tout le monde, tu leur demandes West Ham, ils vont dire, forcément, c'est dans l'Ouest londonien, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a un quartier. Et en fait, dans ce quartier, il y a East Ham, West Ham, North Ham, South Ham. Et donc, ils sont situés là, au l'ouest de ce quartier, donc à West Ham. Voilà. Mais c'est vrai que souvent, les gens se trompent en se disant West Ham, oui, c'est à l'ouest. Eh ben non, c'est à l'est, les kikis. Mais tu vois, c'est bien parce que ça remet un petit peu la géographie en place et ça remet un peu les idées. Je trouve ça super intéressant comme profil d'émission. Celle-là, je l'aimais beaucoup déjà de base. Cool. Je l'aimais beaucoup la première fois, mais je l'aime encore bien la deuxième. Un peu plus fluide cette fois. Oui, tout à fait. Damien, avant de se quitter, petite question. Là, demain, on part en mode What a Game Trip, comme on a fait il y a quelques mois.
On part à Londres, 3 matchs, 3 jours. C'est quoi ton programme rêvé? Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Pour voir de la première ligue ou pas? Non, C'est ça le comme truc. on Ok. fait d'habitude, on a 3 Ok. matchs, 3 jours. Qu'est-ce que tu aimerais aller voir? Bah déjà, Craven Cottage, à Sochaux. Ça, c'est peut-être le premier que je ferais. Je ferais bien Selhurst Park pour voir justement cette ambiance un peu dingo. Et puis je terminerai avec Tottenham parce que forcément, si je passe par Londres, je m'arrête forcément chez moi, j'allais dire. Ok, bah c'est beau. Bah, on partira pas ensemble alors. Non, mais oui, c'est sûr que enfin, je pense que Non, toi, tu c'est serais des blagues. d'accord sur C'est des blagues. Craven Cottage peut-être et Sellers Park, même si je suis pas sûr que Ouais, Sellers Park ça te chauffe vraiment. Mais Craven Cottage, je pense que c'est vraiment celui à faire ouais, au moins avant qu'ils en changent, quoi. c'est vrai, c'est pas faux. Après, je me dis Craven Cottage, tu peux presque le visiter. Ce qu'on a failli faire une fois. Pour la Oui, ce petite qu'on a fait anecdote, faire. on devait aller visiter Craven Cottage et Damien nous a dit ouais, ouais, je connais, on est large. Et en fait, on est arrivé, ils avaient fermé. J'avoue que le timing était pas très bon de ma Non, part. mais on avait traîné. Mais ouais, bah tu vois, moi, Queen's Park, quand même. Ouais. J'ai Queen's Park. Et après, avec le recul, je me dis, en fait, on a tellement des bons souvenirs dans les lower division. Et puis, vu l'histoire, je Mm. ferais bien Wimbledon, Charlton, tu vois, je ferais bien ces stades-là. Mais je te rejoins ouais, sur Fulham, sur Craven Cottage, ça doit être sympa aussi. Après, Tottenham, Arsenal, tout ça, peut-être plus en visite pour voir la gueule du stade. Mais Ouais, bien sûr. c'est pas des stades peut-être que j'irai voir en priorité, ouais. Après, Millwall, prendre la température à Millwall, ça peut être sympa aussi. Mais ouais. Je pense qu'il faut du courage pour y rentrer quand même. Quoique, si, de toute façon, s'ils jouent Ouais. en première ligue l'année prochaine, ils seront obligés d'adoucir vraiment les choses. Enfin, ça c'est déjà bien Et adouci, puis, hein, évidemment, oui, mais je pense que si tu vas en supporter lambda, oui, oui. euh, et Samos d'ailleurs a aussi fait un reportage là-dessus et c'est intéressant Mm. de voir aussi un peu l'accueil qu'il a eu, qui est un peu loin, enfin voilà, qui est quand même qui est pas non plus si délétère que ça Oui, finalement. oui, bien sûr. Non, mais ça reste, oui, ça reste un club de foot aussi, mais j'avoue qu'au Millwall, ouais, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être pas mal aussi. Bah écoute, bref, à méditer. On n'y est pas encore, un jour On n'y est pas peut-être. encore, quand Eh on ben sera écoute, riche. ou qu'on aura du temps libre. On aura du temps. C'est peut-être plus facile d'être riche que d'avoir du temps libre en ce moment. Mais bon. Décidément. Bon, merci en tout cas, Damien, pour ton Bah, écoute. merci à toi, Euh, merci pour cette superbe émission, honnêtement, c'était vraiment trop bien. ça se fait plaisir. On est de retour, j'ai l'impression qu'on dit tout le temps, on est de retour, c'est parce qu'en fait on bosse jamais. Non, mais parce que comme on avait sorti le reportage, évidemment, là ces derniers temps, on s'était concentré un peu sur le montage et tout, et puis sur la sortie du reportage. Mais là, voilà, ça y est, on relance les émissions, et puis la saison se termine dans 2 semaines, donc on va de nouveau arrêter, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, la Coupe du Monde et tout, les gars, bon, voilà. Il y a beaucoup de Euh, choses à faire. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Merci à vous, en tout cas, d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. What a Game, bah vous le savez, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux, accessoirement. Le reportage, on le rappelle, What a Game, 3 jours entre Derby, Nottingham et Leicester, c'est disponible sur YouTube. Donc voilà, faites un petit effort, vous y allez quand même, hein. Foncez le voir, foncez le voir. Tout à fait. Et puis, bah écoutez, nous on vous dit à très bientôt, voilà, pour une prochaine émission. Oui, non, merde. Oui, si, pardon, bye bye. Surtout, Non, si, si. n'hésite pas à réagir. On est censé Non, être mais un pardon, duo à la base, hein. Je sais bien que c'est Ah, moi d'accord. qui ai préparé celle-là, mais bon, Merci à toujours tous. pareil, un petit peu de complicité. Tu vois, Ah, bah là, du coup, j'ai pas vu la passe. Passe aveugle, vraiment, Alors je attends, l'ai pas vu. je t'en prépare une belle. Vive le foot anglais et vive. Et ceci, ce petit-déj. Bonne soirée à Merci tous, à à tous. bientôt. Bye Ciao. bye.